ils ne se sont pas revus depuis plus de 20 ans pour certains et c'est à l'occasion du 40e anniversaire de la société pionnière qu'ils sont revenus ici. Des scaphandriers, des techniciens, mais aussi les fondateurs de la Sogétram ont retrouvé le moulin, un lieu mythique pour ces hommes qui fut longtemps le théâtre d'anecdotes que tous se remémorent autour d'un pot d'amitié. La Sogétram existe depuis 1952, créée par André Galerne et quelques amis du clan Claude Sommer, des jeunes scouts passionnés de spéléologie. D'une passion naît alors un métier, scaphandrier professionnel, à la suite d'une exploration au lac d'Issarles commandée par EDF, alors qu'aucun scaphandrier lourd ne voulait l'entreprendre. Cette opération, mise en œuvre avec peu de moyens mais beaucoup de courage et d'agilité, fut réalisée grâce à leur matériel de plongée autonome, considéré à cette époque comme un équipement sportif. Cette opportunité ne tardera pas à porter ses fruits car la mobilité difficile des scaphandriers lourds préfigure les avantages du scaphandre autonome. La toute jeune société, alors appelée la Société Générale des Travaux Maritimes et Fluviaux, dispose d'une base, une vieille péniche en béton amarrée au pied du pont de Bercy, à Paris, dans laquelle la jeune équipe a élu domicile dans l'espoir d'obtenir d'autres chantiers sous-marins. Des idées, il n'en manque pas et les commandes ne tardent pas à affluer. Le succès croissant de leurs travaux leur vaudra rapidement la reconnaissance de leurs commanditaires. Dès 1954, la Sogétram doit faire face à son développement et créer une école de plongée professionnelle, le centre Jean-Pierre Etienne, au moulin de Garennes-sur-Eure. L'école normande devient alors un centre de formation de référence pour la profession. Les jeunes stagiaires, futurs hommes grenouilles, sont formés à la manière des compagnons. En 1960, aucune école, y compris Polytechnique, ne reçoit autant de demandes. À cette époque, 15 000 candidatures restent en suspens. La plongée industrielle, alors en plein essor, se trouve confrontée à un nouveau défi, la profondeur des sites de travail liée au développement des chantiers offshore. En une centaine de personnes et totalise une longue expérience de la plongée avec près de 2 millions d'heures de travail en milieu hyperbare. Le 40e anniversaire de la Sogétram est l'occasion de rappeler à tous les plongeurs d'aujourd'hui l'origine de leurs acquis. Une grande aventure industrielle et humaine qui n'aurait jamais eu lieu sans le courage et la détermination de leurs aînés.
Le but de la manifestation, c'était de réunir les anciens de Sogétram, tout de moins ceux qui avaient passé quand même un certain temps, de réunir aussi sous la présidence d'André Galerne les anciens du clan et tous les amis qui ont aidé à la création de Sogé. Les difficultés pour organiser cette manifestation, ça a été surtout de retrouver les anciens, leur adresse et tout ça. Ça a demandé énormément de coups de téléphone, d'interrogations de Minitel, de tout un tas de contacts avec les anciens qui avaient eux quelques adresses également et qui ont pu nous les fournir. Restait à définir le lieu. Le lieu, une évidence imposée, Garennes. Garennes, c'est quand même le berceau de Sogétram. En plus, l'actuelle direction, Pierre Poupel, a eu l'amabilité de bien vouloir nous inviter à un apéritif et à la visite des lieux qui ont rappelé des très bons souvenirs à tout le monde, je pense. Les planchers, c'est toujours les planchers d'origine. Oui, on a été amené dans certains cas à les... Oui. On les a doublés quand on a refait les sols. On a remis par-dessus pour avoir quelque chose qui soit bien droit parce que, objectivement, certains planchers n'avaient pas une planéité absolue. On mettait pas les noms. Non, mais il y avait un côté poésie. Ah, mais c'est vrai, mais quand on place des meubles dessus, les meubles n'ont aucun sens de la poésie. Hein. Et on a été amené à mettre des plaques, comment je veux dire, de lin compressé, mais tout ça, ça fonctionne toujours. Je veux dire, on a touché strictement rien à la structure même des travaux qui avaient été faits à l'époque. Alors dans le moulin, qu'est-ce qu'il y a dans l'objectif du moulin? Ce qui a été changé de la manière plus essentielle, c'est qu'il n'y a plus de centre de formation ici. C'est-à-dire que toute la partie couchage, dortoir, a été supprimée. Les chambres existent toujours pour les gens qui passent ici, parce qu'effectivement on était un peu isolés. Et les parties salles de cours, vous verrez, ont été un peu modifiées. Il existe toujours ici des salles de cours, une salle de cours pour les formations internes, mais c'était modifié. C'est la grande différence. La tabelle de Normand, elle vient comme ça. Alors, moi, le dur, les assemblées. Écoutez, on a conservé cette pièce-là parce que quand on se réunit, on mange ensemble et on a un traiteur qui nous a apporté, il ne faut plus de cuisinière ici, puisque et l'autre côté, on a conservé ça en salle de réunion ou de formation quand on a des cours à donner ou qu'on a des réunions de cadre, on fait ça à côté. Donc on vit dans cet étage-là convenablement. La réunion, ça a surtout été une réunion de copains, où chacun s'est un peu raconté ses histoires d'anciens combattants, les histoires de chantier, l'histoire de nana, les bons repas, les bonnes cuites, les virées au moulin de Méret. Mais je pense que, hormis ces conversations, on a parfait le monde sur la profession. Mais pour revenir à André Galerne, c'est lui le fondateur incontestable de Sogétram, et c'est lui que je comptais remercier au nom du comité, remercier en premier. Et j'y ajouterai une note personnelle que je tenais à dire devant tout le monde, c'est qu'à une époque, notre jeunesse, notre inexpérience, et peut-être même quelques influences fallacieuses ont fait qu'on n'a pas toujours été très juste avec André Galerne. Et je pense que tout à l'heure, il viendra sur le podium et qui nous dira si vraiment il a effacé de sa mémoire une certaine époque de notre vie et de la sienne, on n'a peut-être pas été très gentil avec lui. Et c'est ce soir que je voudrais, en demandant à Petit Pierre d'offrir un bouquet de fleurs à Mme Galerne, lui dire que ces fleurs ont peut-être une odeur qu'ont toutes les fleurs du marché, mais elles ont aussi une odeur d'amitié et de reconnaissance. Le clan a été pour moi une grande famille. Et du clan, nous avons démarré la SGTMF et vous avez Alain Calvet au coin là-bas, le jeune homme aux cheveux blancs. Qui est 83 ans de jeunesse et qui a été un des piliers de la transformation de la Sogétram, du clan Claude Sommer à la Sogétram. Je pense que tous les participants ont été contents de cette réunion. Il suffisait de voir leur joie et
leur sourire quand ils se sont rencontrés dans la cour du moulin. Malgré cela, beaucoup d'anciens, on n'avait pas les adresses, on n'avait pas pu les avoir. Et je pense que dans un an ou deux, on essaiera de faire quelque chose, qu'on sera encore plus nombreux et quelque chose d'aussi sympathique. Avez-vous déjà eu la curiosité, si vous êtes insensible au vertige bien sûr, de regarder ce qui se passe en bas, vu des 47 mètres de l'Arc de Triomphe, ou bien des 57 mètres du premier étage de la Tour Eiffel, ou alors des 105 mètres du deuxième étage? C'est petit un homme vu de 105 mètres, et s'il était sous 105 mètres d'eau. Villefranche-sur-Mer, le 22 novembre 1963. La date est importante car elle va s'inscrire dans l'histoire de la plongée. 2 bâtiments de la Marine nationale, un bateau de journalistes se trouvent bord à bord à la sortie de la rade sur des fonds de 105 mètres. Plongeurs de la Marine et de la Sogétram se préparent. Pierre Grave, dit Petit Pierre, a eu la chance de se tirer à la courte paille parmi 6 plongeurs de la Sogétram. C'est lui qui va tenter la plongée à 100 mètres. Il est actuellement 8 heures du matin, l'air est frais, le soleil radieux, la houle presque nulle. Micro pour le plongeur de la télévision, immersion du micro sous-marin, réglage du radiotéléphone sous-marin, descente de la cloche de plongée, ou plutôt de la chambre de décompression. La combinaison de Petit Pierre, dite à volume constant, est parfaitement étanche. Mise en place de la cagoule. Immersion maintenant de la chambre de décompression submersible qui recueillera le plongeur tout à l'heure. Équilibrage de la pression. Caméra automatique de télévision sous-marine. Voilà, tout le matériel immergé est en place. On fixe la glace sur la cagoule de Petit Pierre. Les plongeurs caméramens des coulisses de l'exploit se mettent à l'eau. Les suiveurs de Petit Pierre aussi. Attention, 9h moins 3 minutes, Petit Pierre saute. Essai de liaison. Petit Pierre dit « Tout va bien ». Il est 9h du matin. Le radiotéléphone sous-marin nous fait suivre les premières minutes de la plongée de Petit Pierre. Descendons avec lui, nous sommes actuellement à 20 mètres, Nous atteignons moins 40 mètres. La visibilité est de moins en moins bonne. Nous opérons le plongeur grâce à sa combinaison jaune. Nous atteignons moins 50 mètres. Le plongeur qui s'accompagne dégage le narguilé. Le narguilé permet aux plongeurs de la Sogétram de respirer.
Nous sommes actuellement à moins 65 mètres après 5 minutes de descente. 60 mètres. Nous voyons la chambre à moins 60 mètres. La visibilité est moins bonne. Beaucoup de suspension dans l'eau. Petit Pierre est toujours aidé par ses coéquipiers. Moins 65 mètres. Moins 65 mètres. Il va entrer dans la chambre de décompression pour un dernier contrôle technique. Le milieu est très sombre. « 9h, 6 minutes, 15 secondes. Comment va le détendeur? Il peut pas en débit continu? Petit Pierre sort de la cloche. Attention, direction. Moins 100. Petit Pierre est seul. Liaison phonique avec la surface. Il respire un mélange gazeux spécial. 9h, 7 minutes, 30 secondes. Petit Pierre touche le fond. Moins 103 mètres. La caméra automatique de TV nous donne cette image. Petit Pierre remue la vase du fond. Ses coéquipiers qui respirent de l'air comprimé ne peuvent plus le suivre dans les conditions normales de sécurité. Les minutes maintenant s'ajoutent aux minutes. En surface, les plongeurs d'accompagnement se relaient en surveillance et attendent le moment de la remontée pour reprendre en charge leurs camarades. L'ordre de remontée est donné. Petit Pierre atteint la chambre de décompression qui est remontée à moins 55 mètres. Il pénètre à mi-corps dans la chambre. Par paliers successifs, la décompression commence. Petit Pierre, comme tous les plongeurs, vient de vivre en pression. Son organisme a dissous une grande quantité de gaz. La décompression permet l'élimination progressive de ces gaz. Une remontée trop rapide libérerait ces gaz sous forme de bulles, provoquant de graves accidents. Maintenant, Petit Pierre est entré complètement dans la cloche. Ses coéquipiers sont venus le déséquiper. Enlève sa ceinture de plomb. La chambre est complètement verrouillée. Elle est remontée sur le pont. La décompression continue. Bon, tu vas faire là, regarde. En 35 mètres. Enfin. Roger Armella, qui coordonnait le travail des équipes, s'entretient une dernière fois avec Petit Pierre. Ça va, les taquets? À 13h44 minutes 25 secondes, Petit Pierre peut sortir. Il s'extrait de la chambre de décompression. Il est souriant. L'expérience est-elle terminée? Voici ce qu'en pense le docteur Cabarou qui a la charge de cette expérience.
Docteur Caparou, depuis plus de 4 heures, vous avez un chronomètre en main, vous en avez encore un en ce moment qui tourne. Puis-je vous demander, est-ce indiscret de vous demander ce que vous faites actuellement avec ce chrono alors que l'expérience est terminée? Actuellement, je pourrais évidemment me servir de ma montre, mais il est tellement plus facile de se servir d'un compte-temps qui donne le temps relatif. Je suis en train de surveiller les minutes qui s'écoulent après la sortie de Pierre Grave de la plongée. Parce que le problème n'est pas résolu à partir du moment de l'arrivée en surface en bon état. Encore faut-il se méfier pendant un certain temps, au moins lorsqu'on fait des expériences. Et nous savons, entre autres, que dans les 6 heures qui suivent, l'accident devient d'infiniment en infiniment moins probable, mais enfin jusqu'à 6 heures après, il peut y en avoir. Est-ce que cette plongée a représenté pour vous des problèmes particuliers que ne posent pas les autres plongées que vous pouvez faire d'habitude à l'air? Ou bien est-ce que ça s'est passé comme d'habitude? Ça s'est passé à peu près comme d'habitude, avec quand même un peu plus d'appréhension quand même, puisque c'était la première. Il y a une émotion particulière? Bon, la première demi-heure, on s'observe. Hein. La demi-heure passée à 100 mètres? Oui, la première demi-heure. Enfin, le premier quart d'heure surtout. Le premier quart d'heure. Après, ça va. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel genre d'émotion? Quel genre d'appréhension? C'est difficile à définir, quoi. Peut-être un peu de peur. Peut-être un peu de peur, mais enfin, on hésite à... Parce qu'évidemment, à 100 mètres, la visibilité était très mauvaise. Il y avait très peu de visibilité. On était sur un fond de vase. Et je voyais à peu près... J'avais 3 mètres de visibilité quand j'étais au-dessus de la vase. Donc, quand je lâchais ma gueuse, j'arrivais à voir les lampes de la télévision sous-marine, mais si j'étais à la télévision sous-marine, je voyais difficilement ma gueuse. Alors malgré tout, j'étais la première demi-heure assez inquiet. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la liaison continuelle que vous avez pu avoir avec vos camarades en surface qui vous a empêché de vous ennuyer? Est-ce que seul, vraiment seul, vous seriez ennuyé? Ah ben vraiment seul, on doit se poser des questions. Sur le plan médical, c'est une réussite. Je vous le dirai dans 6 heures. 6 heures après, Petit Pierre avait toujours le même sourire. La plongée de longue durée à 100 mètres avait parfaitement réussi.